la répression, elle va aller s'amplifiant en direction des militants syndicaux et politiques de façon systématique à partir de, on va dire 41, mais surtout à partir de 42. À partir d'avril-mai 42, la Gestapo va pratiquer des rafles qui vont anéantir à peu près tous les réseaux communistes. Alors ces rafles, elles commencent dans le Haut-Rhin, et il y a tout le temps, ça commence dans le Haut-Rhin, ça continue dans le Bas-Rhin, ça reprend dans le Haut-Rhin, etc. On arrête d'abord les mineurs, et puis les cheminots, et puis de nouveau les cheminots dans le Bas-Rhin, etc., etc. Alors, on a arrêté des militants connus. Les militants connus, ils étaient connus déjà à l'avant-guerre, et on n'avait pas besoin, les Allemands ne se sont pas souciés de prouver quoi que ce soit quant à leur responsabilité dans des actes de résistance. Ils les ont arrêtés, point. Il y en a d'autres qui étaient moins connus et qui ont été arrêtés aussi. Et ça a jeté sur eux, parce que comme les vagues étaient très nombreuses, ils ont tous été arrêtés. Je ne les ai pas là. J'ai oublié un morceau de document, c'est dommage. Dans ma hâte à venir. Bon. Alors, je vais en parler, c'est pareil. Les Allemands, non, les Français, avant le Front populaire, s'étaient mis à la préfecture, enfin la police française, s'était mise à surveiller de très près ce qu'ils appelaient le groupe socialo-communiste. Et la préfecture avait établi pour tous les départements alsaciens, mais je pense que c'était vrai aussi dans les autres départements où ça a eu moins de conséquences, avait établi un organigramme extraordinairement complet de tout ce qu'il y avait comme responsables syndicaux avec leurs fonctions, leur date de naissance, leur profession, leur mariage, leur adresse. Et on a donc une vue, heureusement qu'on a ça, parce que la CGT l'a complètement perdu, les communistes aussi, puisque leurs archives ont été détruites. Donc il y avait des liasses et des liasses de noms constamment remises à jour. Les premières qu'on a retrouvées, c'est 1934, mais il y a eu 38 et il y a eu 39. Donc on a des listes très complètes des militants, bien classés, le nom de toutes les cellules communistes du Bas-Rhin, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y en avait eu tant avant-guerre, avec le nombre de militants et puis le secrétaire de cellules, etc. Donc ces listes, elles existent, elles ne sont évidemment pas connues du public, c'est les renseignements, ça ne s'appelle pas encore les renseignements généraux, mais ça s'appelle le bureau spécial, le commissariat spécial, et elles sont transmises au préfet. Quand les Allemands arrivent, ils mettent la main dessus, ils les traduisent. Et en 1942, ils ont leurs fiches, elles sont parfaitement à jour, les gens n'ont pas déménagé, enfin ceux qui sont rentrés, ils sont tous là, et on les arrête. Donc ceux qui ont pu penser qu'ils avaient été dénoncés par un camarade, c'est possible que le camarade ait parlé, j'en sais rien, mais il n'avait même pas besoin, c'était une torture qui était vraiment gratuite et sadique, parce que les listes étaient là. Ils n'avaient pas besoin de faire parler les gens, ils avaient tous les noms et toutes les adresses. Et donc, avant le 25 août, qui est la date à laquelle les Alsaciens sont intégrés dans le Reich, avant cette date-là, l'institution nazie s'organise pour coffrer, pour mettre à l'abri, enfin emprisonner tous les militants en vue d'avant la guerre et les militants pris en flagrant délit de résistance, d'acte de résistance. Donc le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont touchés. Ces militants sont d'abord conduits en général rue du Fil, la prison de Strasbourg, et puis après ils sont emmenés au camp de Schirmeck. Alors qu'est-ce que c'est que le camp de Schirmeck? C'est un camp qui s'appelle
Oh, j'y arrive pas. Je ne peux pas parler allemand, j'ai un problème avec l'allemand. Sicherungslager, c'est ça, hein, un camp de sécurité. Alors c'est difficile à traduire en français et il y a eu beaucoup d'hésitation. On a parlé un camp de sécurité, un camp de... On a parlé aussi, on a été jusqu'à prononcer le mot de camp de concentration. C'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, bon, c'est un camp dans lequel sont enfermés tous les opposants au régime. Et ça va du délit le plus anodin, on va dire, comme le port du béret ou le refus d'avoir francisé le prénom de son dernier-né, jusqu'à des accusations beaucoup plus graves. Donc dans ces camps, il y a pas mal de baraques qui ont toutes été détruites après-guerre, hein, on n'a pas voulu en garder le souvenir. Il y a un bunker aussi qui est une cave, un abri souterrain, sans lumière, dans lequel on maintient à plusieurs reprises, pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les récalcitrants les plus en vue, bah, ça sera Keim, Herm, Bodli, etc. Les militants qui avaient les plus hautes fonctions dans l'organisation. Et puis il y a des baraques spécialement réservées aux communistes qui ont un uniforme rayé jaune et blanc qui les fait voir de loin, et ceux-là, ils sont à part et c'est ceux qui resteront le plus longtemps. Entre l'internement au camp de Schirmeck et le procès, il peut s'écouler, le procès auquel théoriquement les prisonniers ont droit, il peut s'écouler plusieurs mois. Parfois le procès, il n'y en a même pas. Hein. La condamnation est prononcée, mais en général il y a eu quand même plusieurs procès, mais pas tout de suite. Donc ceux qui ont été internés à partir on va dire, de fin du printemps 42 ne passeront au tribunal qu'en 43. Et là, les chefs d'accusation qui vont être retenus contre eux, c'est essentiellement l'accusation de traître. Ce sont des traîtres. Alors, il y a 3 degrés dans la traîtrise. La petite, la grande, la moyenne traîtrise. Et en fonction de ça, la condamnation sera plus ou moins forte. Donc, ces procès, dans un premier temps, sont très médiatisés dans ce qui a été la suite des dernières nouvelles de Strasbourg et qui s'appelle le Strasburger Neueste Nachrichten. J'ai dit. Et tous les jours, il y a des articles, soit de Morer, soit de Schall, qui sont des collaborateurs ou des Allemands, qui dénoncent les traîtres qui ont essayé de porter atteinte au régime et qui vont être punis. Tous les jours, les titres des journaux, c'est Gegen Kommunismus, Gegen Bolchevismus, Gegen... Enfin bon, c'est contre... Tous les jours. C'est très frappant de regarder la presse de l'époque. Alors, le deuxième chef d'accusation qui peut être retenu contre eux, c'est la participation à la construction d'un réseau communiste depuis 1941. Et puis le troisième, c'est l'aide à la désertion et au passage de frontières. L'aide à la désertion, et ça peut être aussi l'aide aux prisonniers. Quelqu'un qui donne à manger à un prisonnier ou qui le soulage d'une façon ou d'une autre peut être traîné devant le tribunal, enfin à Schirmeck puis au tribunal. Il n'y a évidemment pas de défenseur, les preuves ne sont pas nécessaires, il y a donc un climat de véritable terreur judiciaire. Et alors le tribunal, il y a 2 tribunaux, le Sondergericht et le Volksgerichtshof, dont l'un est itinérant, hein, et qui se trouve dans toute l'Allemagne pour juger justement les cas considérés comme les plus graves d'atteinte à la sûreté de l'État nazi. Le tribunal va prendre soin de faire des exemples et de ne pas condamner des individus isolés, mais des groupes. Alors c'est vrai pour la résistance communiste, c'est vrai aussi par exemple pour les jeunes de Ballersdorf, c'est vrai pour le réseau Adam, c'est vrai pour le réseau Mengus. Hein.
Donc ce ne sont pas seulement des individus qui sont visés et condamnés à mort, mais ce sont tous des groupes. On veut faire des exemples et partout dans la presse, c'est annoncé. Donc le 23 janvier 1943, les 4 premières condamnations à mort sont prononcées. Il s'agit de René Beer, cheminot, 20 ans, de Rébisheim, c'est le Haut-Rhin qui va être le plus visé. Eugène Beuglin, 30 ans, instituteur. Adolphe Murbach, 40 ans, ouvrier, c'est le plus vieux. Et Auguste Sontag, 27 ans, instituteur aussi à Winsenheim. Et puis, au cours de la même séance, il y a d'autres peines qui sont prononcées contre des militants, des peines de condamnation ou de travaux forcés d'une dizaine d'années en général. Le lendemain, les passeurs chrétiens sont condamnés à mort. Vous voyez que le régime s'en prend surtout aux jeunes. 2 jours plus tard, le 26 janvier 1943, c'est le procès de Léonard Keim, d'Albert Herbe. Donc Keim, c'était un responsable communiste et Albert Herbe était un responsable syndical. Keim avait 47 ans, Herbe 37, et ils sont condamnés à la réclusion à vie. D'autres cheminots sont condamnés à des peines de prison plus légères. Donc toutes ces condamnations, elles ont lieu avant Stalingrad. Avant Stalingrad. Le 13 février, les 18 jeunes réfractaires de Ballersdorf, qui avaient refusé de partir, sont condamnés aussi. Ils vont être exécutés bientôt. Le 19 mars, 2 nouvelles condamnations à mort, celle d'Édouard Schwartz, cheminot, de René Kern, ouvrier à Morschwiller, de Marcel Stössel, grutier à Dornach, et d'Alphonse Kunz, cheminot à Mulhouse. Donc, vous voyez que ça déferle très vite et les condamnations sont importantes. Le 2 avril 1943, juste un peu après, Georges Vodely est torturé à mort dans les locaux de la Gestapo de Strasbourg. Alors Georges Vodely avait été arrêté par le gouvernement de Vichy et livré à la Gestapo. Il avait été enfermé à Schirmeck, où il y avait eu d'ailleurs un moment, paraît-il, tout à fait émouvant dans le camp, parce qu'il était abominablement torturé et il a été montré au moment de l'appel du matin au milieu du camp, et l'ensemble des prisonniers du camp lui a fait une ovation silencieuse, enfin une ovation, mais une minute de silence. Il paraît que même les gardiens ont été un peu épouvantés. Donc, Georges Vodely est assassiné. Donc je rappelle que le siège de la Gestapo, c'est le palais, le palais des fêtes. Hein. L'actuel palais des fêtes, c'était déjà le palais des fêtes avant, si on disait. Mais c'était là le siège de la Gestapo. Et tout le quartier était un quartier dans lequel beaucoup de caves ont servi à des tortures. En juin 1943, il y a d'autres condamnations à mort aussi. Bien. Ce qu'on doit souligner dans ces procès et ces condamnations, c'est que pour ce qui est des ouvriers communistes, ils sont tous exécutés. Alors les jeunes du Ballersdorf aussi, mais il y a un certain nombre de résistants, des vrais résistants, hein, je ne mets pas du tout en cause leur honneur ou leur honnêteté, mais pour un certain nombre, le gouvernement de Vichy a accepté de faire des démarches pour que leur peine la condamnation à mort soit commuée en réclusion perpétuelle. Ça a marché pour certains d'entre eux, pas pour tous. Mais pour les communistes, pour aucun, ça n'a marché. Personne n'a fait de démarche pour qu'ils soient graciés ou que ça soit commué. Voilà. Et donc les communistes n'ont pu compter sur aucun de ces appuis. Aucun n'a échappé. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la résistance communiste est décapitée et qu'elle ne peut plus faire grand-chose. Alors ils vont continuer à publier
a édité, imprimé un certain nombre de feuilles volantes. Je les ai là, plus ou moins lisibles. Bon, ben ça c'était les conditions de l'époque. Et par contre, il va se développer une nouvelle forme de ce qu'on peut aussi appeler de la résistance, c'est la solidarité. À partir du moment où il y a 300 communistes qui sont arrêtés, j'ai essayé de faire une liste là avec les noms de ceux dont on sait qu'ils ont été arrêtés, mais elle n'est pas complète, hein. Et ben, ça fait 5 pages. Hein. La résistance va être l'organisation de la solidarité pour les familles victimes du nazisme par la déportation d'un des leurs ou par l'arrestation d'un des leurs. Et ça c'est très important parce que c'est quelque chose qui est passé totalement inaperçu dans toutes les histoires de résistance, que ce soit à Alsace ou ailleurs d'ailleurs, parce que ce sont souvent les femmes qui l'ont organisé. Là, c'est les femmes très discrètement ont organisé des collectes d'argent, de la distribution de vivres, de l'aide aux enfants, etc. Et elles n'ont rien dit. Et après la guerre, elles n'ont rien dit non plus. Donc elles sont restées les invisibles, pour moi, les invisibles de la résistance. Et quand on en interroge certaines qui sont encore vivantes, quand je peux en interroger, elles m'ont dit mais c'était normal, j'ai rien fait, hein, c'était normal. Pour elles, c'était normal, la solidarité. Voilà. Alors, il y a une autre forme d'action qui va